Bonsoir Elias. Bonsoir Félicien. Alors Elias, tu es un artiste. Je suis un des membres du collectif qui présente ce projet ici à IMAL, qui est un centre d'art à Bruxelles, qui s'intéresse notamment aux nouvelles technologies et qui s'intéresse à l'écologie dans le cadre de cette exposition Nature Archi, comme dans Anarchie, donc de la racine du pouvoir. Et cette exposition, elle met à l'honneur des artistes et des scientifiques qui ont travaillé de concert sur les nouvelles modalités, les nouvelles possibilités de relations entre humains et non-humains, en gros. Et qui nous suggèrent de repenser notre rapport au monde, qui nous suggèrent de le réinventer aussi, dans la perspective d'avoir des lendemains plus conviviaux avec les autres formes de vie qui peuplent la Terre. Et justement, tu parles d'autres formes de vie. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, qui est notre première émission, c'est des vies non humaines à Bruxelles. Pourquoi ce choix, pourquoi ce thème? Et puis en fait, de quoi on parle quand on parle de vie non humaine à Bruxelles? C'est surtout de quoi on ne parle pas, ou pas seulement en tout cas, dans le sens où on va parler... en ville, il n'y a pas que la vie humaine, il n'y a pas que des humains et du béton. Et effectivement, il y a des formes de vie qui sont parfois invisibles, ou en tout cas c'est peut-être une question d'attention. Elles semblent invisibles, mais elles le sont si on y prête suffisamment attention. Et elles existent, et en fait on cohabite avec elles, en tout cas on peut faire le choix de cohabiter avec elles. Et ce qui est important aussi en parlant de ça, c'est qu'effectivement, si notre attention doit se renouveler par rapport à ces formes de vie-là, c'est que c'est aussi important pour nous en réalité. Mais aussi, ce qui est important ici, dans cette expo, c'est qu'elle a lieu à Bruxelles, on est avec des artistes internationaux, mais c'est qu'en fait c'est même élémentaire à mon sens de se situer dans le territoire bruxellois, avec toutes ces multiples spécificités, et donc de faire le lien justement avec ce qui se passe et ce qui se joue aussi à Bruxelles. Alors tu parles de nos intervenants, nos invités ce soir ou ce matin ou cet après-midi. Il est 16h. Oui, mais en fonction de... tu n'es pas sans savoir que cette émission est en léger différé, donc peut-être que des gens nous écoutent dans 2 ans. Là. Donc si vous êtes dans 2 ans, on espère que le monde va bien, comme il a l'air d'aller assez bien d'ailleurs, de manière générale. Nos invités seront donc notamment Tom et Nico Valkenard, artistes plasticiens, naturalistes amateurs. Et quand tu parlais, Elias, des liens qui existent maintenant entre des scientifiques et des artistes qui en fait mélangent un petit peu leur pratique, leur savoir, leur sensibilité aussi pour créer de nouvelles manières de communiquer, mais aussi de produire de la connaissance et de l'imaginaire autour de ces questions de vivants, d'humains, de non-humains. Donc Tom et Nico, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont artistes, mais ils travaillent autour d'un endroit à Bruxelles qui s'appelle le Marais Wheels, qui est donc un marais comme son nom l'indique. Et ils font des relevés écosystémiques dans ce marais. Ils créent aussi des œuvres à partir de ce qu'ils découvrent dans ce marais, et ils font des rencontres avec les gens qui habitent autour de ce marais. Donc c'est extrêmement pluridisciplinaire. C'est des gens qui s'intéressent aux vivants, mais qui créent aussi beaucoup de vie autour d'eux. Après eux, on recevra également Chloé Vandenberg, alors qui elle est tout simplement la grande spécialiste du renard à Bruxelles. Il y a une personne qui étudie le renard à Bruxelles, c'est Chloé. Elle est avec nous ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi. On n'a pas pu avoir Sting, mais on a Chloé Vandenberg. Chloé va nous parler d'un animal qu'on croit souvent, mais qu'on connaît peu, presque pas. Tom et Nico vont nous parler aussi de vie invisible, de vie qui sont... A priori invisibles, oui. Voilà. Et toi, Elias, parce que tu fais pas mal de choses à côté du billet vert, tu le connais aussi, ce Marais Wheels. Et peut-être pour nous donner un avant-goût de ce qui va être dit plus tard, justement, quand on parle de ces vies invisibles, qu'est-ce que toi, ça a suscité chez toi ? C'est un peu ce qu'on disait déjà, mais après je pense que Tom et Nico en parleront très bien, et même peut-être sans doute mieux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ce qui est a priori invisible, on le rend visible avec des outils, avec des manières de voir aussi, avec des outils, mais aussi avec nos sens, en développant de nouvelles attentions. Quand on ne fait que passer, on ne voit pas certaines choses. Et que si on s'arrête 2 secondes, on voit que tu as les petites grenouilles qui sont là, tu as des trucs qui apparaissent, des choses comme ça. Et voilà, je pense que c'est aussi... s'il y a des nouveaux rapports au monde à produire, à inventer en tout cas, c'est aussi des rapports sensibles, et même surtout sensibles en fait, à partir de ça, de l'expérience. Et je crois que c'est aussi ce qui rassemble les artistes et les personnes, c'est scientifiques mais au sens large, il n'y a pas que les gens dans les laboratoires qui font de la science, qui produisent du savoir, mais effectivement, c'est que des artistes et des scientifiques, des gens qui produisent du savoir, vont eux produire des expériences, des savoirs aussi, des rapports au monde, et que c'est des fois ça qui les met aussi en commun. Et je pense que Tom et Nico pourront bien l'illustrer.
On va les recevoir dans un instant, mais avant ça, peut-être justement, qu'est-ce que ça dit, ces nouveaux liens qui se créent maintenant entre des artistes, des scientifiques, mais aussi à l'intérieur des disciplines scientifiques. Tout à l'heure, par exemple, Chloé qui nous parlera du renard, elle vient des sciences sociales au départ. Donc c'est quelqu'un qui étudie un animal non humain par le prisme des sciences sociales, c'est très intéressant. Mais qu'est-ce que ça dit de la connaissance et des nouveaux horizons qu'on ouvre aujourd'hui, ces liens qui se font très interdisciplinaires entre des disciplines scientifiques et artistiques, à ton avis? Je crois que c'est aussi... C'est une vision d'un rapport, enfin c'est aussi philosophique et épistémologique en fait, dans le sens comment on produit les savoirs. C'est-à-dire qu'en fait la vision du monde très segmentée comme ça, où en fait tu étudies des renards, du coup tu dois étudier avec des méthodologies de renards ou de la biologie. En fait il se trouve que les renards à Bruxelles, leur milieu de vie c'est avec des humains notamment, ou en tout cas des infrastructures et des systèmes humains. Oui. Une économie humaine aussi, dans laquelle il va aussi trouver, mais bon Chloé en parlera beaucoup mieux que moi. Mais tu en parles déjà pas si mal. Mais voilà, mais donc voilà, c'est ça, c'est qu'en fait effectivement cette vision comme ça, aussi un peu technoscientifique qui dit que il faut segmenter les manières de produire du savoir et les disciplines. En fait, non, le monde fonctionne vraisemblablement pas comme ça. Oui. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus complexe. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans ces croisements, justement, entre les personnes qui font de l'art ou des arts, qui ont des pratiques artistiques, qui ont des pratiques de recherche. C'est ça aussi qui va rassembler, je pense, les artistes et les scientifiques. Et voilà, et en fait, ce qu'il y a de chouette avec les artistes, c'est qu'ils ont la liberté artistique, donc en fait, ils peuvent trouver leur méthodologie, là où dans un laboratoire, ça va pas forcément être comme ça. Après, je n'oppose pas l'un et l'autre, attention. On accueille Tom et Nico. Ouais, c'est parti. Tom et Nico qu'on applaudit très fort. Bonjour Tom et Nico. Hello. Bonjour. Alors, qui est Tom, qui est Nico ? Moi, c'est Tom. Et moi, c'est Nico, du coup. Et alors, ce qui est très facile, c'est que vous avez le même nom de famille, Valkenard, parce que vous êtes frères, tous les deux. Exactement. Et alors, vous êtes frères, vous êtes artistes, vous êtes aussi naturaliste amateur. Alors, naturaliste, c'est déjà assez charmant, ça convoque un imaginaire plutôt joyeux et positif. Mais quand on rajoute amateur, ça l'est encore plus, je trouve. On vous imagine aisément baguenaudé dans les hautes herbes du Marais Wils, dans lequel vous avez un peu atterri ces dernières années. Ça fait quoi, 2 ans que vous travaillez autour du Marais Wils ? Oui, c'est ça, 2-3 ans, oui. Ouais. Et alors peut-être, avant de vraiment s'intéresser à votre pratique, qui est, encore une fois, très intéressante, parce que, comme l'a dit Elias, cette manière de mêler des savoirs et des connaissances artistiques à des savoirs et des connaissances scientifiques, a priori plus académiques, donc sortir un petit peu aussi la science des académies, eh bien on va s'intéresser au lieu qui a fait battre votre cœur pendant ces 2 années, dans lequel vous avez passé énormément de temps, qui est ce Marais Wils, qui est ici à Bruxelles. Je crois que c'est toi qui voulais nous dresser un petit peu le portrait de ce marais. Oui, c'est ça. Alors le Marais Wils, c'est un étang en fait qui s'est créé en 2008 suite à la crise financière. Au début, c'était simplement une étendue. C'est là où il y avait les brasseries Willemans en fait. Donc c'était un énorme complexe industriel qui est arrivé dans le bassin de forêt vers 1870, 1850 et qui a industrialisé forêt. Donc ces brasseries-là, c'est vraiment elles qui ont industrialisé tout le côté de forêt. Ensuite, via différentes choses, la brasserie s'est arrêtée, elle a été rachetée, et puis elle a été détruite. Donc c'était un terrain vague, peu occupé, jusqu'à ce que l'entreprise Blaton en fait veuille construire des bureaux, je pense. Oui, c'est des bureaux. Ils ont voulu percer la nappe phréatique. Enfin, ils ont voulu percer le sol avec des pieux franquis. Donc c'est une méthode où on plante une énorme armature en métal et ensuite on verse du béton dedans pour créer des fondations. Avec ça, en fait, ils ont percé la nappe phréatique. La nappe phréatique est tout doucement remontée. C'est pas aller comme une fontaine, quoi. C'est monté petit à petit, progressivement. Et ensuite, c'est devenu un étang. C'est la crise financière qui a créé une zone de nature. La crise des subprimes. Ouais, la crise des subprimes, celle que tout le monde connaît de 2008, quoi. Et ensuite, en fait, c'est les fées du Marais qui ont commencé à protéger cet endroit, qui en voyaient la valeur, qui en voyaient en fait l'utilité dans le sens que c'était un espace naturel ici à Bruxelles. Les fées du Marais, tu dis ? Les fées du Marais, donc c'est le collectif qui protège en fait le Marais Wils. Le Marais Wils. Et qui s'en occupe, qui l'entretient, qui discute, qui va contre le gouvernement parce qu'en fait ils veulent construire dessus des logements sociaux.
Enfin, tout ça s'est un peu arrêté, mais il est toujours pas reconnu, en tout cas, à sa grande échelle, quoi. Il est reconnu seulement de 6000 m² alors qu'il en fait 8000. Et ce qui est intéressant, c'est que donc là, de nouveau, là où ce qu'on appelle la nature, mais en tout cas les non-humains, d'autres formes de vie que nous, les primates humains, ont repris leurs droits sur cet espace et y ont fait leur vie. Donc maintenant, on veut de nouveau reprendre ce terrain, le réadministrer, donc créer des logements dessus. Mais au départ, finalement, il part d'un désastre industriel, enfin d'une activité vraiment humaine, trop humaine, et qui, quelque part, amène, après son abandon, à la création d'un espace extrêmement vivant, plein de biodiversité. Est-ce que vous pouvez en parler un peu justement de cet espace et de tous les vivants qui le peuplent ? Oui, après, nous, on s'est en parlé vu qu'on a commencé à faire des recensements. Attends, je vais juste prendre le micro. Hop. Vu qu'on a commencé à faire des recensements participatifs des macro-invertébrés. Et en fait, au début, ça nous servait juste à un peu mettre notre pierre à l'édifice, en ce qui, nous, en tant que plasticiens, on voulait un peu mettre la main à la pâte et un peu sortir de l'atelier et du coup être vraiment sur le terrain. Et du coup, on a commencé à dialoguer avec toute cette équipe un peu d'habitants, militants, usagers du Marais, qu'on appelle les fées de manière un peu informelle. Du coup, on a commencé à se dire, on avait déjà une pratique. Bon, c'est les petites bestioles et tout ça, c'est un truc qui nous habite depuis qu'on est petit. Oui. Genre, on chassait les grenouilles et les serpents déjà, je sais pas, quand on était tout petit, quoi. Mais là, on a pris ça un peu à bras-le-corps et on a acheté un manuel d'identification. Et en fait, on a simplement pris une épuisette et on a commencé à regarder ce qui vivait dedans. Et en fait, au fur et à mesure qu'on cherchait simplement à reconnaître les animaux, donc c'est d'abord juste une étape de reconnaissance, de voir la forme qu'ils ont, de trouver comment est-ce qu'on les nomme et tout ça. Et en fait, petit à petit, on est tombé sur tout un tas d'outils qui nous permettaient, en fonction des différents individus qu'on trouvait dans l'eau, d'indexer une valeur à la qualité de l'eau. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'indice biotique belge. Donc c'est un tableau, simplement, qui fait que... qui reprend différentes espèces et en fonction du nombre d'espèces et d'individus qu'on trouve, on sait donner une valeur à la qualité de l'eau, justement. Mais ça, c'est très important, ce que tu dis, parce que vous êtes artiste au départ, ouais. Artiste plasticien, vous avez fait l'ERG, je pense. Oui, c'est ça. L'école de recherche graphique qui dépend de Saint-Luc, ici à Bruxelles. Kélia, ça fait aussi, d'ailleurs. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est que vous partez d'un projet artistique, mais les données que vous collectez finissent par intéresser des scientifiques ou des gens qui travaillent en tout cas ce que tu as dit, l'indice de la qualité des eaux. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, comme tu dis bien, en fait, on part, mais vraiment dans le sens partir, sortir aussi un peu du rôle de l'artiste dans son atelier. Pour nous, c'était une chose importante. Et en fait, nous, on trouvait ça nécessaire après diverses lectures qui nous ont bouleversés. Bon, peut-être on pourra en parler plus tard, mais tout d'un coup, nous, on avait envie de sortir de l'atelier, quoi. Il y avait vraiment cet endroit qu'on connaissait un peu comme ça, qui nous a un peu... On s'est dit, mais vas-y, on va aller voir, on va aller chercher quelque chose là, sur place. Il y a comme une intuition comme ça. Et puis aussi parce que c'est un endroit très spécifique qui sort vraiment il est très immersif et en même temps il est au milieu du tissu urbain, donc c'est vraiment il nous rappelait vraiment la sensation qu'on a quand on est dans la nature, quoi, alors qu'on est au milieu de la ville et dans un des endroits les plus pollués de Bruxelles aussi. Et du coup, comme je disais, on quitte vraiment quelque part un peu les modes opératoires de la pratique artistique et on va vraiment sur le terrain sans savoir ce qu'on allait trouver, quoi. À la base, on n'était pas du tout parti pour faire un truc participatif. On voulait juste être comme des enquêteurs de terrain un peu, sans savoir encore sur quoi on allait enquêter. Et alors, ce sur quoi vous avez enquêté, ce que vous avez découvert, c'est notamment une sensibilité, un intérêt particulier pour les macro-invertébrés, c'est-à-dire les petits invertébrés, mais que l'on voit quand même à l'œil nu. Vous avez fait des photos, des agrandissements de ces macro-invertébrés. Et en fait, toutes les petites créatures, si l'on peut dire, les petites bêtes, comme tu disais, que vous avez pris du temps à observer, c'est vraiment des formes de vie absolument extraordinaires, mais vraiment saisissantes. Elias a un petit peu effleuré le sujet tout à l'heure, mais quand on va au Marais Wils avec des enfants, on peut leur dire en fait qu'on va
aller voir des monstres ou des créatures de films de science-fiction, parce que quand on agrandit, qu'on regarde ces vies presque invisibles, en tout cas minuscules, mais en fait on est face à des formes de vie absolument saisissantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ou nous les décrire? Oui, alors les macroinvertébrés, en fait, c'est notamment dans le Maréwil, c'est des larves d'insectes, des crustacés d'eau douce, aussi des invertébrés comme des vers, des mollusques aussi. Et donc, pour reprendre un peu l'indice biotique belge, en fait, ces macroinvertébrés, si on les trouve, il y en a certains qui ne peuvent pas supporter la pollution, ils ne peuvent pas supporter un haut taux de pollution. Et donc, en fait, si on les trouve, ça veut dire que l'eau est pure, parce que sinon, ils ne pourraient pas continuer à vivre là-dedans. Donc, c'est souvent des larves de libellules, des nymphes d'éphémères. Ils ont souvent des noms reliés à la mythologie, c'est assez spécial. En anglais, c'est fairy shrimp, par exemple, donc c'est crevettes fées pour les daphnies. Et donc, en fait, c'est plein d'espèces différentes. Voilà, et c'est hyper multiple, quoi, mais c'est assez compliqué d'expliquer comme ça. Mais par exemple, il y a beaucoup de formes de plancton, puis on apprend en fait comment ils respirent, comment ils se nourrissent. Ça devient à la fois un peu terrible et fascinant, et en même temps, ça nous ouvre vers vraiment un autre monde, quoi. Du coup, oui, effectivement, il y a un caractère super fantasy ou science-fiction là-dedans. Simplement dans le fait aussi de constater que leurs modes de vie sont extrêmement éloignés du nôtre. Leur mode de comment est-ce qu'ils persistent dans le temps. Par exemple, il y a, je pense, un plancton en particulier que nous, on affectionne plutôt... c'est la Daphnie, oui. Et c'est du zooplancton, en fait, donc c'est la famille des crevettes. Hein. Et en fait, c'est que des individus femelles. Et c'est vraiment l'animal qui est à la base de la chaîne alimentaire pour tout ce qui va être carnassier après, quoi. Donc c'est un apport en protéines de ouf pour tous les animaux. Et aussi, c'est un animal qui, par exemple, c'est vraiment une petite crevette comme ça, avec 2 petites antennes natatoires. Oui. Et elle a un vrai effet sur l'eau, c'est qu'en fait, elle disperse le phytoplancton et elle l'avale constamment. Donc en fait, elle transforme ce qui devrait être une eau stagnante, juste en nageant, en d'énormes nuées comme ça, juste en nageant à des milliers d'individus, elle la transforme en eau courante, en fait. Et ça empêche des phénomènes d'eau morte et tout. Donc comprendre que cet individu est là, c'est génial, parce que ça nous indique déjà que le milieu aquatique est en bonne santé. Et puis voilà, après, comme je disais, c'est que des individus femelles, par exemple. Elles se reproduisent que par parthénogenèse. Donc elles vont produire que des femelles constamment, sauf quand les conditions de vie, par exemple, deviennent hostiles, qu'il y a trop de prédateurs ou qu'il y a une sécheresse qui vient. Eh ben, elles vont pondre un individu mâle qui va féconder toutes les autres femelles. Et après, tous les individus meurent, mais l'œuf qui est à l'intérieur des femelles peut sécher pendant des dizaines d'années, et boum, si on met une goutte d'eau dessus, en fait, la population recommence à naître, quoi. Incroyable. Ouais, c'est fantastique. Mais du coup, oui, c'est vraiment fantastique pour le coup. Et c'est pas du tout humain. Nous, on accorde quand même vraiment beaucoup d'importance à notre vie, alors que là, l'espèce se perpétue, je sais pas si ça se dit comme ça, mais du coup... peut mourir et garder des œufs au sec et puis rééclore 10 ans plus tard, voilà. Vous avez en tête, désolé, c'est un petit peu la tyrannie des chiffres, mais à peu près le nombre d'espèces différentes qui existent dans ce petit marais? Waouh, c'est vraiment compliqué parce qu'il y en a énormément. Même en termes de zooplancton, on pourrait déjà dire, je sais pas moi, une quarantaine, quoi. Ouais, parce qu'en plus, on ne sait pas tout identifier. Voilà, hein. ouais. Donc il peut y avoir 100 nymphes d'éphémères différentes, mais nous on les calcule sur une parce que après ça dépend d'une petite nageoire, une petite couleur. En tout cas, ce qu'on identifie, je pense, qui est important, c'est d'identifier que le système trophique est super complexe. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'espèces, et c'est ce qui permet aussi au lieu d'encaisser des formes de pollution qui sont quand même assez importantes, mais aussi avec les macrophytes, par exemple, avec les plantes aquatiques qui sont dans le marais. Qui peuvent, par exemple, fixer des métaux lourds. Vu que c'est un ancien site industriel, c'est très intéressant. On retrouve la caracée, par exemple, une plante qui est capable de fixer les métaux lourds. Oui, donc c'est des formes de vie d'autant plus costaudes qu'elles se sont installées et développées dans un endroit qui, au départ, est en lui-même une pollution. En fait. Mais ce qui est costaud, ça va être les interactions qu'elles ont entre elles. En fait, c'est...
vu qu'il y a une multiplicité d'espèces, il y a une multiplicité de relations, et du coup, chaque fois, par exemple, il y a des poissons dans le marais, alors que c'est pas logique. Il y a aussi des espèces, c'est aussi très intéressant, on aime bien le marais parce que c'est aussi à la fois des espèces protégées, mais il y a aussi des espèces invasives. Et ces deux formes d'espèces, alors pourtant c'est juste un regard humain dessus, quoi, elles cohabitent en fait assez bien. Et il y a un équilibre qui s'est fait, qui est très rare, parce que même quand on va à la campagne faire des recensements, dans des endroits qu'on pourrait dire un peu plus pittoresques ou naturels, en fait on ne retrouve pas des qualités d'eau et des systèmes trophiques qui sont aussi complexes que ceux du marais. Ouais, voilà. Alors on dit parfois de Bruxelles que c'est quand même une ville relativement verte, parce qu'il y a beaucoup de parcs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parcs, il y a des beaux parcs. Il y a le parc Josaphat, il y a le parc du Bois de la Cambre, il y a plein de parcs. Mais le Marais, c'est pas un parc? Non. Est-ce que c'est mieux qu'un parc? Alors c'est beaucoup mieux qu'un parc en fait, parce que Pourquoi? Ce qui est dommage avec les parcs, c'est souvent une nature très gérée, qui est installée de manière un peu bizarre, justement pittoresque parfois pour les humains. Là, ce qui est bien, en fait, c'est que la nature, elle a ressurgi sur une couche de béton. Et que ce qui est génial que ce soit pas un parc, c'est que ça bouge pas non plus comme un parc. C'est grâce au fait que c'est pas un parc que l'État s'en préoccupe pas autant que ça, que la chaîne trophique est hyper complexe, que la nature est hyper développée là. Et aussi, ce qui est bien que ce soit pas un parc, c'est qu'il y a des gens qui vivent aussi au Marais, qui ont construit leurs petites cabanes. Les gens peuvent s'en occuper. C'est grâce que c'est pas un parc aussi que les fées du Marais ont pu s'en occuper et bien s'en occuper, alors qu'on sait que Bruxelles Environnement parfois ils font un peu n'importe quoi. Là au moins c'est géré par ceux qui en fait vont en profiter. Ouais. Et ça c'est ce qu'il y a de bien dans le côté que ça soit pas un parc. Et tu touches à un point important, parce que effectivement le thème de l'émission c'est des vies non humaines à Bruxelles, mais on va évidemment s'intéresser aux liens qu'il existe entre humains et non humains, s'il en existe encore un petit peu. En fait il en existe, parce que même nos corps humains se grouillent d'autres petits organismes, donc en fait on est tout le temps en lien avec des vies non humaines, mais ici ça s'active de manière particulièrement puissante au Marais Wheels, avec notamment ces humains qui s'y sont installés. Tu parlais de gens qui ont construit des cabanes là-bas, donc de gens souvent très précaires, des gens qui ont trouvé refuge et qui vivent évidemment dans des conditions difficiles autour de ce marais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus justement de ces humains qui habitent autour ou dans le marais? En parler comme ça, c'est un peu compliqué, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que nous, en tant que justement plasticiens, on s'intéresse à des questions qui sont liées, où on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est de l'espace public aujourd'hui en fait ? Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire ces recensements-là, parce qu'en fait, ça nous permettait d'être sur le terrain sans cette image d'artiste qui est lourde de sens et que... Bon, après, les gens, des fois, j'ai l'impression que les artistes, ils ont un peu tendance, avec l'héritage moderniste qui nous est un peu tombé dessus, à prendre un peu tous les gens en otage, comme ça, performance, etc. Et du coup, là, en fait, nous, c'est pour ça qu'on arrive avec cette casquette de naturaliste amateur, parce que pour nous, elle est beaucoup plus démocratique et décomplexée comme ça, et qu'on part sur le fait que nous, on amène une table, simplement, on informe quelques groupes Facebook, ceci, cela, quelques personnes qu'on fait ce rendez-vous-là autour des macro-invertébrés, et en fait, on le fait sur place aussi, parce que pour nous, c'est super important d'être dans ce lieu spécifique qui n'est pas soumis à des règles d'urbanisme, qui est encore très flou, il n'a pas d'affectation, il est encore dans un état très intermédiaire, comme ça, on le sent très fort. Et puis il y a ce côté très fort aussi, il est presque pittoresque à sa manière, dans une forme de ruine de capitalisme. Tom parlait des pieux franquis la fois passée, mais en fait on les voit à la surface de l'eau comme ça, et il y a vraiment ce sentiment un peu d'aquarium, de ruine grecque ou quelque chose comme ça, de colonne, quoi. Et du coup, en fait pour nous, tout ça c'est des sentiment d'ancrage, et en même temps il y a ces gens qui habitent là sur place. Nous, ce qui est cool avec l'atelier, c'est juste qu'en fait on met un dispositif qui est l'aquarium en place, on pêche les animaux, et en fait des fois il n'y a même pas besoin de nous, juste l'aquarium il opère tout seul, parce qu'il y a un côté magique de l'aquarium où tout d'un coup les gens, le procédé fait que tous ces invisibles deviennent tout d'un coup visibles. L'aquarium, c'est comme une coupe scientifique, en fait. On va vraiment avoir un échantillon qui va évoluer dans un rectangle, quoi. Donc, on n'est pas loin du tableau non plus.
Sauf que pour nous, c'était un dispositif intéressant parce qu'il est plus démocratique comme ça. Et donc, en fait, effectivement, il y a des gens qui habitent vraiment sur le Marais, qui en prennent aussi soin, qui participent de temps en temps au rendez-vous. Mais après, tu as aussi il y a des habitants, les gens qui en ont un usage, quelques jeunes qui passent par là, n'importe quel passant, n'importe quelle personne qui nous croise à ce moment-là, elle est possiblement invitée à participer à ce recensement, à cet atelier. Et donc ça connecte avec, il me semble, un livre dont vous m'aviez parlé, qui vous a beaucoup marqué, qui est L'Art en commun de Estelle Zhang Mengal, c'est ça ? Oui. Je le prononce bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Parce que ça dit beaucoup de votre vision, justement, de votre travail d'artiste, de la vie que vous menez. J'espère que je vais pas trop mal en parler, mais en fait, justement, L'Art en commun, c'est un gros bouquin comme ça que cette autrice a écrite et qui, en fait, c'est important de noter que c'est un bouquin qui est destiné à un public francophone. Je pense qu'elle est spécifiée au début de son bouquin parce que justement, en termes d'art, en francophonie, on a quand même un gros héritage moderniste. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, elle va nous montrer toute une série d'artistes modernistes, mais du coup qui cloisonnent un peu l'artiste à son atelier, aux anciennes règles de l'art un peu qui prévalaient avant, mais qui nous semblaient un peu désuètes aujourd'hui, dans le sens où, qu'est-ce que c'est en fait de être dans son atelier, faire une peinture, où est-ce que ça va en fait ? À qui on adresse vraiment ces choses-là ? Et du coup, nous, on a réfléchi, et ce qu'on a trouvé dans ce bouquin, c'est qu'elle décrit des méthodologies pour faire de l'art, donc on croit vraiment en l'esthétique, il ne s'agit pas d'abandonner la question de l'art, mais c'est de se réapproprier des méthodes, des nouvelles manières de faire qui nous permettent d'être en lien avec d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des initiés à l'art contemporain. Et en fait, ça permet presque même de neutraliser la question de l'art comme une chose dominante, mais tout en gardant les spécificités liées à celles d'un artiste, parce qu'on continue de se revendiquer comme artiste plasticien. Mais parce que c'est vrai qu'on a cette image, en tout cas, beaucoup de gens ont cette image qui ne tombe pas du ciel non plus, de l'artiste contemporain, très sérieux, tout à fait déconnecté de la plupart des vies des gens, alors qu'ils parlent en général du réel, mais souvent à l'intérieur d'un milieu qui fonctionne un peu beaucoup, même dans un entre-soi. On va pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais c'est une image en tout cas qui circule beaucoup. Et si même nous qui sommes dans ces milieux ou proches de ces milieux, parfois on s'en amuse un petit peu et on rigole un peu du sérieux avec lesquels beaucoup d'artistes ou de curateurs ou de galeristes se voient. On ose imaginer comment les gens qui sont tout à fait extérieurs, c'est-à-dire la plupart des gens, l'écrasante majorité des gens, peuvent se dire mais en fait ça c'est pas du tout pour moi, ça me concerne pas, tout à fait. Voire même s'en moquer et trouver ça un petit peu grotesque à des moments. Donc vous revendiquez tout à fait artiste par le travail sensible que vous faites voilà. Mais vous n'avez pas envie de coller à cette image-là, quoi. Pas forcément celle-là. Après, je spécifie quand même qu'on est quand même des peintres et des sculpteurs, donc on a quand même aussi un atelier, on fait aussi des petites peintures de notre côté, quoi. Mais en fait, l'idée, c'est surtout, je pense que ce qui nous intéressait, c'est comment combler le fossé, ou en tout cas faire des ponts sur le fossé qui ne cesse de s'agrandir entre l'œuvre et le spectateur. En fait, quand on fait le recensement, souvent les gens ils nous disent « Ah, mais vous êtes artiste plasticien, et en fait, qu'est-ce que ça a à voir avec ce truc ?» Mais en fait, pour nous, c'est juste une manière, ça fait partie de l'écosystème de notre travail. Donc en fait, pour nous, c'est juste une manière d'être sur le terrain et en fait de pouvoir commencer des relations, faire groupe, être ensemble, faire des formes de démocratie qui sont effectives, en fait. Et après, par après... c'est un socle sur lequel peut s'établir des relations de travail esthétique, je dirais. Où en fait, nous, ce qu'on essaye de formuler, c'est une intrigue. Et puis, s'il y a des participants qui viennent comme ça, qui trouvent leur place, parce qu'à la base, il n'y avait que nous deux, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu un rituel un peu pour certaines personnes du quartier. Et chaque fois, elles se reviennent, elles se pointent. Qui ne sont pas des gendarmes à la base. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'en général, on est un peu les deux seuls. Enfin, sauf des copains qui viennent nous voir. Mais enfin, non, c'est vrai sur que le Marais-Wils, il y a beaucoup d'artistes aussi qui traînent autour. Ah oui, qui traînent autour. Mais je veux dire, pendant les recensements. Pendant les recensements, en général. oui. Mais pour l'art en commun, en fait, il y a un très bel exemple dans le livre qu'elle donne. C'est sur deux artistes qui sont un collectif qui s'appelle Lone Twin.
C'est un peu pour expliquer l'art en commun de manière concrète, pragmatique, par exemple. Donc, c'est 2 artistes qui vont dans une ville en Angleterre, une ville côtière, et ils demandent en fait aux gens, ils écrivent dans le journal du village que les gens, s'ils peuvent ramener des bouts de bois qui ont un impact sentimental pour eux. Des bouts de bois. Des bouts de bois. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un vient avec son ancienne guitare, quelqu'un vient avec le berceau de ses enfants, le premier bout de bois coupé avec ses parents, ainsi de suite. Donc, tout ça qui a un impact sentimental pour eux. Ensuite, ils l'amènent en fait dans un hangar où les artistes, pendant 1 an, ils vont travailler avec les gens du village qui peuvent venir, qui peuvent décider de participer, de boire le thé, de construire ou pas. Ils mettent tous ces bouts de bois dans une benne, ils coulent de la résine. Ils en créent des planches et ensuite ils créent avec ça un voilier qui est disponible pour les gens du village. Donc c'est des pratiques d'art en commun. En fait, les gens travaillent avec les artistes. Les artistes le chantier est ouvert aussi. Hein. C'est ça. Les artistes sont plutôt alors à ce moment-là une impulsion et après ça se construit. Avec les collectivement, gens collectivement avec les gens qui y travaillent. Et pour aller voir ce projet qui s'appelle Boat Project, c'est super beau parce que sur la coque en fait il y a tous les on retrouve les dessins, les cannes, les guitares, le bout de guitare, le bout de berceau, et qu'il est disponible vraiment pour les gens du village. Donc il y a Jérémy Deller aussi. Jérémy Deller, oui. Aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Jérémy Deller qui est quand même, moi ça c'est une des histoires que vous m'avez racontées qui m'a le plus percuté. Bah vas-y pour Battle of Ouais, j'ai pas les dates et tout ça, mais bon, je raconte grosso modo. En gros, donc elle en parle très bien, et justement c'est pour ça que le bouquin est aussi destiné à un public francophone, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes anglophones qui ont d'autres manières de comprendre et de faire de l'art, hein, et c'est de l'art en commun justement. Et Jérémy Deller, il a travaillé sur un truc assez spécifique, ce qu'avant on appelait la révolte d'Orgreave. Donc c'est une révolte des ouvriers sous Thatcher, qui était vraiment extrêmement violente. Donc il y a eu vraiment les émeutes et une forte répression policière. Hein. Sous Thatcher, c'était logique, quoi. Et en fait, cette chose-là est restée un peu dans un trauma en Angleterre, comme ça. Et on l'appelait révolte, mais il y avait une connotation très négative dans le fait que ce soit une révolte, quoi. C'est pas comme ici où le mot révolte pourrait renvoyer à quelque chose de plus positif. Et en fait, faut savoir qu'en Angleterre, il y a une pratique ou une tradition, je sais pas, en tout cas un engouement pour ce qu'ils appellent les reenactments, c'est ça ? Ouais. Et en fait, du coup, de reconstituer des batailles historiques et tout ça. Et comme en fait, Waterloo. Ouais, voilà, exactement. Ça, c'est vraiment le truc de base. Et lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire un reenactment de la révolte d'Orgreave. Sauf qu'au lieu de l'appeler révolte d'Orgreave, il l'appelle Battle of Orgreave. Et en fait, juste le fait, voilà, et le fait de l'appeler comme ça le réinscrit dans un champ historique tout d'un coup. Là où il avait une connotation négative, du coup, Battle of Orgreave, qui est quand même une répression policière à la base, devient une chose historique. Donc elle fait partie de l'histoire avec un grand H, alors qu'avant elle était plutôt écartée et mise dans l'ombre. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il a demandé aux anciens policiers et aux anciens manifestants, je sais pas ouvriers, voilà. Et du coup, de jouer des rôles interférés. Donc il y a des ouvriers qui ont rejoué les rôles des flics et des flics qui ont rejoué le rôle des trucs comme ça. Incroyable. Et il a organisé ça comme un vrai tournage. Et donc en fait, à la fin, c'est passé sur la BBC. C'était une émission et voilà, il y avait ce reenactment comme ça. Et du coup, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que oui, vraiment, lui, il fabrique une intrigue. En tout cas, il a une idée, une impulsion, et qu'en fait, il va mettre tout un tas de publics en place qui sont extrêmement différents et a priori pas connectés à la question d'art. Et d'autant plus que lui, il ne se considère pas comme auteur de cette chose-là. Et je pense qu'on le comprend assez bien parce que c'est tout l'art en commun. Voilà, exactement. C'est pas lui qui a inventé la révolte et tout ça. C'est vraiment quelque chose. Oui, voilà. Oui, et puis dans l'idée que l'histoire est une histoire, que ce n'est jamais le réel, mais simplement une manière de raconter des bouts de réel qui sont déjà déformés dès lors qu'on le raconte. Là, il a eu un impact crucial sur l'histoire du mouvement social anglais, en fait, hein, puisque ce qui était considéré comme une révolte avec un point de vue négatif, maintenant est considéré comme une bataille avec quand même quelque chose d'assez prestigieux autour de ce souvenir. Oui, tout à fait. L'art en commun, donc c'est un livre d'Estelle Zhang Mengwal et qui est disponible à la lecture
ce livre, c'est l'art en commun. On en a plein d'autres qui sont intéressants à consulter ici. Et ils nous ont été d'ailleurs prêtés, je le dis au passage, par la librairie Parchemin, rue Berthelot, ici à Bruxelles. Si vous voulez les voler, allez plutôt à la FNAC, parce qu'ici, il faut qu'on puisse les rendre après à la librairie Parchemin. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à Tom et Nico? Est-ce que ça vous a inspiré, questionné, ému, étonné, peut-être surpris? Moi, j'ai juste une question, mais c'est juste pour avoir une idée. En termes d'espèces que vous avez trouvées dans les larves d'insectes du marais, vous avez eu combien d'espèces différentes? D'odonates, par exemple. J'imagine que vous n'avez pas eu de perles. Non. Ça, c'est le, non, c'est dans les rivières, 10, ça, en plus. C'est le numéro 10. Et c'est que dans les rivières, je pense. Les larves de perles, c'est vraiment le plus haut indicateur. Là, on est plus ou moins... En fait, on trouve surtout des larves de trichoptères. Et ça, c'est super parce que ça veut dire qu'on est déjà presque à 9, en fait. De trichoptères? De trichoptères. C'est un macroinvertébré qui se construit une carapace avec des bouts de bois, des petites pierres qu'il trouve. Et en fait, sa bave est collante et il le met sur lui. Wow. C'est pour se protéger des oiseaux, se camoufler. Incroyable. Et ça, en fait, il supporte aucune pollution pratiquement. Donc... ça veut dire que si on les trouve, et on les trouve tout le temps. Et surtout, ils ont besoin de beaucoup d'oxygène dissous dans l'eau, parce que du coup, ils ont des branchies qui sont... ils respirent pas à la surface ou quoi, c'est vraiment... Ils respirent l'oxygène qui est dissous dans l'eau. Des larves de trichoptères, vous dites? Trichoptères, ouais. Et donc, au niveau de la quantité, on calcule pas vraiment, mais on est à plus de 20-30 espèces différentes, même pas dans les taxons spécifiques, quoi. Donc pour en revenir au Mariwills, moi, une chose que vous m'avez apprise, que je ne savais pas, c'est que les libellules, par exemple, tout le monde connaît les libellules, a priori, même si on a de moins en moins l'occasion d'en voir, eh bien en fait, elle passe la plus grande partie de sa vie dans l'eau. Oui, l'animal qu'on trouve le plus là-bas, le macroinvertébré qu'on trouve le plus, c'est la nymphe d'éphémère. Ouais. Ça, c'est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, sa vie, elle est sous l'eau. Et le nom éphémère, donc c'est sa larve, la nymphe d'éphémère. L'éphémère, quand il sort de sa carapace, il vit 4 à 5 mois plus ou moins sous l'eau. Et quand il sort, en fait, à l'état final, il ne dure qu'un jour. Parfois, il ne développe même pas de système digestif. Donc c'est pour dire, c'est l'espèce qui est invisibilisée, c'est dans l'étang. Et on la nomme parce qu'on voit, alors qu'elle ne dure qu'un jour à l'état non larvaire. Volant, quoi. Ouais. Et à l'état larvaire, elle vit combien de temps? Des mois. Ouais. C'est assez long. Mais c'est incroyable comme vie quand même. Hein. Ah oui, tout à fait. 3-4 mois dans la flotte et puis un jour sous une forme tout à fait différente et puis c'est fini. Et même chose pour les libellules, ça vit plus longtemps sous l'eau en fait. Quoi. On a une question dans le public. Pourquoi il sort de l'eau? Pour se reproduire. Uniquement pour se reproduire. Ouais. C'est pour se reproduire. Il a même pas de système digestif. Non. Ah, tu as peut-être déjà dit ça. Oui. Ah bah. Je voudrais juste apporter juste un truc, juste pour un peu comme ça, c'est sûr que c'est dit avant que ce soit bouclé, mais aussi quand même, au-delà des recensements, on renoue finalement avec des questions esthétiques. Hein. On reproduit collectivement, justement les recensements nous permettent de produire collectivement ce qu'on pourrait appeler des œuvres, ou en tout cas des visuels. Notamment les nappes. Voilà, exactement. C'est ça, c'est devenu un projet qui s'est un peu cristallisé. Il est arrivé un peu comme ça, juste parce qu'on photographiait les animaux et on a récupéré les photos de plusieurs participants. Et on a décidé d'imprimer une grande nappe avec ces différentes photos. Et du coup, maintenant, c'est devenu un rituel. Et à chaque recensement, on propose à quelqu'un, ou si quelqu'un apporte quelque chose, ou de manière collective, ou avec des ateliers carrément organisés pour ça, on propose aux gens de créer des visuels à partir de ces recensements. Et après, nous, on les imprime chaque fois sur des formats nappes, donc des très grandes images souples comme ça. Et chaque fois, elles sont présentées à chaque recensement. Donc il y a vraiment l'idée du rituel qui revient aussi comme ça, et qu'on puisse s'ancrer un peu dans une forme de vie un peu locale, comme ça, je dirais. Et ça questionne l'exposition en tant que telle, puisque c'est des œuvres qu'on montre à chaque fois. C'est exposé dans le sens, c'est mis en lumière, quoi. Oui. Ouais. Mais il y a un usage, voilà, il y a un usage des gens qui sont là aussi, et aussi c'est une œuvre picturale, donc elle a le potentiel de voyager entre le White Cube, disons, et l'espace public. Le White Cube, c'est l'espace muséal en fait. Exactement. C'est le musée, quoi. Hein, fondamentalement. Pourquoi on appelle ça White Cube d'ailleurs, pour les gens qui ne sont pas dans l'art? Parce que c'est un cube blanc. Hein. Ouais. C'est simplement un cube blanc. C'est la loi. C'est le modernisme qui a créé ça. Le choix architectural, le mieux pour présenter une œuvre, c'est blanc et angle droit, quoi. C'est les deux. L'espace neutre. Voilà, exactement. Est-ce qu'on a une autre question, réflexion du public ou d'Elias qui se balade entre le public et la radio? J'allais demander où on pouvait éventuellement voir
ce travail plastique éventuellement en dehors des moments où vous le faites, oui. Au Brass. Même un lien. Hein, Ouais, Vous êtes sur Instagram aussi. Hein. Ouais, Oui, ouais. mais on va avoir une exposition normalement au Brass avec un autre artiste qui travaille sur le Marais et qui fait plutôt des enregistrements sonores. Et Vers le il y aura début un de l'année énorme prochaine. pique-nique aussi en soi à la fin des recensements. Avec le Brass, on va organiser aussi un énorme pique-nique avec toutes les nappes de recensement pour clôturer en fait les recensements qu'on a fait sur un an chaque mois. Et vous pique-niquez sur les nappes. Ouais, c'est ça. Ça, Quelque c'est chose- chouette. Et après, on les réexposera. Ouais, voilà. Et donc, effectivement, sur les nappes, on retrouve des imprimés de ces formes de vie, Ouais. qui sont donc des photos agrandies, en fait. Ou de- des interprétations de gens qui se sont dit, ah ben tiens, voilà, je vais proposer ça, parce que par exemple, il y a un habitant qui est fan des protozoaires complètement, Oui. et il amène chaque fois sa loupe binoculaire à l'atelier, donc maintenant il fait vraiment partie de l'atelier, et du coup il a dessiné des protozoaires, il les a magnifiquement photographiés, il a proposé une composition, nous on l'a imprimé, et du coup voilà, donc il fait partie intégrante de l'œuvre aussi. On a travaillé avec des classes d'élèves aussi, qui eux aussi proposent des choses différentes, mais on invite aussi des artistes, des fois, simplement, des gens qui sont intéressés, ils proposent quelque chose aussi. Et ils sont comment, alors, les protozoaires? Ah ouais, ben là c'est vraiment, vraiment différent. Ouais, c'est du micro là c'est micro quoi. Non, On est ne peut vraiment pas les dans- voir à l'œil nu. Non. Non, bon, non, Parfois, oui. non, pas à l'œil nu. Avec une bonne loupe, tu vas voir des petits détails, mais c'est vraiment compliqué. Quoi. Ouais. Parce que c'est l'idée aussi que quand on a envie de défendre le vivant, qui est un petit peu finalement la base de tout le mouvement écolo, quelle que soit la forme qu'il puisse prendre, et les outils et les discours dont il s'empare, mais les vies invisibles au fait, ont aussi leur importance tout à fait. C'est la base. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, je dirais même ça, oui, oui. C'est la base. Sans ça, il n'y a pas d'être plus grand. Enfin, je veux dire. Oui. Non, non, non. Donc, on parlait de l'art en commun qui donc parle de ces artistes anglais, mais aussi chez les naturalistes. En fait, il y a aussi, en Angleterre, c'est aussi très différent. Dans un livre de Vanessa Manceron qui s'appelle Les Veilleurs du Vivant, qui est très intéressant, c'est quelqu'un qui va voir tous des naturalistes amateurs anglais. Et en fait, en Angleterre, les naturalistes amateurs, ils sont vraiment directement reliés aux universités. C'est eux, en fait, la base qui vont chercher toutes les informations et qu'ils transmettent aux universités pour la science, quoi, avec le grand mot science. Oui, Et donc, ils participent vraiment de ça. ils fournissent les naturalistes données, amateurs. en fait. Hein. Oui, les passionnés travaillent, participent à la science du pays, quoi, Ouais, en quelque ouais, sorte. ouais. Et ça, c'est assez intéressant. C'est aussi en Angleterre, quoi. Donc, l'art en commun et les naturalistes amateurs. Et alors, pour terminer sur l'art en commun et sur l'idée même de commun, qui est quand même au centre de votre pratique, puis de votre vie, hein, puisque vous êtes aussi deux frères, donc vous avez toujours un petit peu vécu en se projetant dans quelque chose de collectif, quelque part. Ouais. Parce que deux, c'est déjà plusieurs. Bruxelles, ça veut dire les habitants du Marais, en ancien bruxellois. Et le Marais Wheels, il a été nommé comme ça par les habitants. Il s'appelait pas le Marais Wheels avant. Non. Donc de nouveau, on est un petit peu comme l'histoire que vous racontiez avec Jérémy Deller et la bataille de Eargreaves. On est dans une réappropriation de l'histoire et de la manière de nommer un endroit. C'est les habitants qui l'ont rappelé comme ça. Les usagers, en tout cas, ou les gens qui le défendent ou qui en prennent soin, je dirais. Mais nous, justement, on a fait une grande fresque, comme ça. Maintenant, elle a disparu, parce que voilà, c'est un peu le jeu aussi de faire des œuvres dans l'espace public. Mais on avait carrelé tout un pan de mur qui est sur le Marais, quoi. Avec une grande fresque qui reprenait la typographie des anciennes brasseries Willman Coppens. Et en fait, vu que ça fait partie c'est un peu Qui est en carrelage. C'est ouais, voilà. en carrelage. C'est en carrelage. Et eux, ils faisaient leur publicité comme ça en carrelage et tu voyais juste Will Spills, je pense. C'est ça. Hein. Et du coup, nous, au lieu de marquer Will Spills, on a marqué Marais Wheels, juste pour souligner le fait qu'en fait, juste pour souligner que cette décision de l'appeler comme ça, donc c'est en nommant les choses qu'elle commence en fait. Oui. Et du coup, cette décision, elle a été prise de manière très organique et fluide par les gens. Et du coup, c'est devenu un peu, un peu un réflexe de l'appeler comme ça. Mais maintenant,
le parc qu'il est censé devenir va porter ce nom-là aussi. Donc Mais on ne c'est veut vraiment... pas que ce soit un parc. Non, dans l'idéal, nous, dans notre perspective, non. Parce qu'on trouve qu'il a le meilleur potentiel d'espace public quand il est dans cet état intermédiaire de non-affectation, de friche, mais en même temps que les gens l'utilisent et qu'il y a vraiment une vraie fréquentation, vraiment un vrai usage, je dirais, et qu'il y a aussi toute une communauté qui en prend soin, vraiment. Mais il ça, y a une obsession de nos dirigeants pour l'administration. Ils ne peuvent pas entendre l'idée qu'on laisse juste cet endroit vivre sa vie. Ouais, voilà. Mais bon, après, ça, là, on touche à la question politique, sur laquelle on est un peu moins branché. Mais du coup, juste avec le nom du truc, et pourquoi on a fait cette grande fresque, c'est pour juste souligner le fait, cette décision qui est prise du bas et qui a vraiment pris forme, et qui va en haut, qui va vers le haut, voilà, en fait, c'est ça. Et donc cette fresque, elle a disparu aujourd'hui. Elle a disparu aujourd'hui, hein, ouais, sous des tags. Voilà. Mais c'est le jeu. C'est votre côté nymphe d'éphémère. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Tom et Nico d'être avec nous aujourd'hui. Évidemment, on pourra encore poser des questions. Vous pourrez encore intervenir parce que vous restez là. Hein, donc on va s'intéresser maintenant un petit peu à ce que Chloé a à nous dire. Mais vous restez tout près de nous et on pourra encore... discuter tout à l'heure. On peut applaudir très fort Tom et Nico Valkenard. Bonjour Chloé. Salut Félicien. Chloé Vandenberg. Je prends l'affiche pour faire un petit peu sérieux, mais en fait on se connaît. Hein. Et je disais tout à l'heure que tu nous faisais quand même un insigne honneur à être parmi nous aujourd'hui, parce que tout le monde connaît les renards. Tout le monde, je pense, aime bien les renards, à part peut-être mes parents qui rachètent des poules tous les 15 jours pour nourrir le renard. Mais sinon, de manière générale, on a quand même plutôt une jolie image du renard, ce qui n'a pas toujours été le cas, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et il y a une personne qui étudie le renard à Bruxelles, et c'est toi. Ouais, donc c'est moi, et moi je fais de la sociologie du renard à Bruxelles. Et donc c'est assez particulier parce que déjà, il y a effectivement personne qui étudie le renard en ce moment. Les 2 derniers travaux, ils datent des années 80 et de 2004. Et le dernier, il a été commandé par Bruxelles Environnement. Et personne ne s'est jamais intéressé vraiment au comportement du renard à Bruxelles. Donc moi, je suis la première à le faire. Et après, la sociologie du renard, c'est encore quelque chose de particulier parce que traditionnellement, on a 2 tendances dans les sciences. Oui. Et c'est que tu as les sciences naturelles et les sciences sociales. Oui. Et donc, il y a une discipline qui fait partie des sciences naturelles qui s'appelle l'éthologie et qui étudie le comportement animal. Oui. Et l'éthologie, historiquement, est très proche de la biologie, donc va avoir des méthodes qui sont proches de la biologie, et notamment en ce qui concerne les méthodes d'analyse quantitative. Donc, ça va être très fort, des analyses à partir des chiffres, des statistiques. Donc, à savoir un large échantillonnage d'individus qui font partie d'une espèce. Et après, on va essayer de comprendre comment un caractère, un comportement fonctionne à partir de statistiques. Et de l'autre côté, on a les sciences sociales, et dont, par exemple, l'anthropologie, donc c'est la discipline dans laquelle je me reconnais le plus, qui, elle, travaille plutôt à partir de méthodes qualitatives et entre autres de récits. Oui. Donc, par exemple, dans l'anthropologie, on va avoir tendance à intégrer des communautés d'humains pour comprendre comment fonctionnent ces communautés et après retracer des récits. Donc, en gros, la particularité de ce que moi je fais, c'est que j'utilise des méthodes issues de l'anthropologie, entre autres, pour étudier les renards. Ce qui a à peu près jamais été fait pour les animaux. C'est complètement iconoclaste, non ? Alors ouais, je suis vraiment un ovni à peu près partout où je vais. Et du coup, oui, c'est pas forcément évident. Il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui ont... Allez, je suis pas la première. Il y a déjà eu 4-5 travaux là-dessus. Jamais sur les renards, ça va être sur les hyènes. Il y a eu un truc sur les chevaux, sur les chats. Mais donc, ouais, moi, je suis la première à faire ça sur les renards. Et donc, ça implique aussi des difficultés physiques et sociales d'aller observer des renards pendant la nuit jusqu'à 5h du matin dans des quartiers de Bruxelles. Alors, on va évidemment détailler un peu plus ce que tu fais. Mais avant ça, peut-être un mot sur le renard, qui est déjà un terme assez ambigu. Ouais. Puisque, au fait, c'est le goupil à la base. Et puis, c'est le roman de renard et son succès qui a donné l'usage du mot renard dans l'usage commun. Au fond, quand on parle de renard à Bruxelles, c'est essentiellement le renard roux, c'est ça ? Ouais. Canis vulpes ? Ah non, vulpes. Vulpes. Canis vulpes. C'était Canis vulpes au 19e siècle. D'accord. Oui, mais moi j'ai toujours été un peu 19e. Mais comment se fait-il, alors que c'est quand même l'une des formes de vie les plus emblématiques d'une ville comme Bruxelles, c'est vraiment un animal qu'on croise, un animal non humain qu'on croise souvent.
Comment se fait-il que tu sois la seule à travailler dessus? Alors vraiment, c'est une bonne question. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est les disciplines qui travaillent sur les animaux, c'est surtout la biologie et l'éthologie. Oui. Parce qu'en sciences sociales, tu peux trouver des chercheurs qui vont travailler sur les animaux, mais alors ils vont surtout travailler sur les interactions entre les humains et les animaux, et ils vont se concentrer, entre guillemets, sur le versant humain de cette interaction. Donc, pour répondre à la question, il faut voir du côté des sciences naturelles. Et dans les sciences naturelles, historiquement, on a eu une tendance à s'intéresser à plutôt des insectes. Donc il y a eu beaucoup d'entomologistes, en tout cas je parle de l'histoire de biologie de Comme de Tom et Belgique. Nico, quoi. Qui sont, en fait, le côté naturaliste est hyper intéressant parce que ça permet de décloisonner les sciences à tous les habitants. Et justement, il y a cette question de la biologie qui est cloisonnée au sein des universités et des institutions scientifiques et qu'il est aussi temps de décloisonner. Historiquement, quand tu regardes les domaines d'intérêt de la biologie et de l'éthologie en Belgique, on se rend compte qu'on a eu des très grands biologistes, comme par exemple Auguste Lamère, qui est un biologiste dont on parle encore aujourd'hui, mais en fait qui est entomologiste de base, donc qui travaille sur les insectes. Et après, les biologistes qui ont travaillé sur les mammifères, en fait, ils se sont intéressés aux mammifères éloignés. Donc notamment dans le cas de la colonisation de la Belgique, on va s'intéresser aux mammifères qui vivaient au Congo ou au Rwanda. Et il y a eu peu d'intérêt pour les mammifères qui vivaient en Belgique, probablement parce que c'était des animaux qui étaient considérés comme trop communs, pas assez intéressants, pas assez exotiques. Ouais. Et donc, ça peut expliquer. Après, je pense qu'aujourd'hui, commence à y avoir un déplacement dans ces domaines d'intérêt, mais c'est clairement toujours là parce qu'effectivement, il n'y a eu que 2 travaux qui se sont intéressés aux renards depuis qu'ils sont arrivés à Bruxelles. Et ça, c'est quand même fou parce qu'on a des milliers de renards à Bruxelles, quoi. Alors, comment regarde-t-on les interactions des renards quand on vient des sciences sociales? Quelle est la spécificité de ton regard, en fait, et qu'est-ce que tu as pu apprendre et découvrir et observer ces dernières années sur ces 80 000 images, je pense, que tu as collectées? 80 000 images, ouais. Vidéo de 30 secondes. Ça fait long, ça fait beaucoup de vidéos à regarder. Beaucoup de rush à regarder, ouais. Alors, d'abord, il faut savoir que depuis les années 80-90, donc le renard, c'est un animal qui est quand même pas mal étudié. C'est même un des canidés, derrière le chien, qui est le plus étudié à l'international. Et notamment le renard urbain. Donc au Royaume-Uni, il y a pas mal de chercheurs qui se sont intéressés au renard urbain, à Londres, Bristol, Oxford. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'outil qui était utilisé pour étudier les renards et qui est encore massivement utilisé, c'est le collier télémétrique. C'est-à-dire ? Donc le collier télémétrique, c'est un collier que tu mets autour du cou de l'animal. Oui. Et qui enregistre les positions de géolocalisation du renard. Donc ça implique évidemment de capturer le renard, de lui mettre le collier, éventuellement de le recapturer pour enlever le collier. Parfois, il s'enlève tout seul. Sans qu'on tienne compte du coup des éventuelles modifications que ça peut avoir sur justement ses habitudes, le fait que des humains soient intervenus dans sa vie, exactement. En lui imposant un collier, en le capturant 1 fois puis 2 fois. Ouais, exactement. Il n'y a pas beaucoup d'attention aux influences que peut avoir le collier sur le comportement du renard. Oui. Et il n'y a pas non plus... Quand c'est des jeunes chercheurs, ils peuvent aussi faire des erreurs. Donc, il y a par exemple, ça arrive souvent de lire des travaux qui datent du début des années 2000, fin des années 90, de jeunes chercheurs qui utilisent cette méthode. Et il y a des renards qui ont été blessés, morts parfois, à cause de la cage-trappe. Donc, il y a aussi une question, entre guillemets, d'éthique et de comment tu approches les animaux avec politesse. Et donc, un autre problème du collier télémétrique, c'est hyper intéressant pour tout ce qui est question de territorialité. Donc ça enseigne les mouvements des renards, notamment quand ils atteignent l'âge adulte et qu'ils vont rejoindre un autre groupe social ou qu'ils vont partir, les déplacements. Ça enseigne vraiment des choses super intéressantes là-dessus. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça reste des chiffres et ça reste des chiffres sur une carte. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'est que ça ne m'intéresse pas trop d'utiliser le collier télémétrique parce que je ne suis pas très intéressée par ces questions de chiffres, de déplacement, de combien il y a de renards sur tel aire, c'est quoi la densité des renards. Tu voulais voir les renards. Moi, je voulais voir les renards et j'avais envie de comprendre ce qui importait pour eux. Donc au début, j'avais pas de questions, j'avais pas de questions préliminaires, j'ai juste été sur le terrain. Et l'histoire, c'est que on m'avait dit qu'il y avait une famille de renards avec des renardeaux près de Forêt Nationale. Et donc j'y suis allée le lendemain, le premier soir, donc je passe 3 heures là-bas, je vois rien. Je me dis, zut. Donc le lendemain, j'arrive dans ce petit bois et je m'assois contre un arbre. Et donc pendant 1 heure, de nouveau, je vois rien. Voilà, je me dis, c'est mort, je sais pas ils doivent pas être là, je les trouve pas. Et après 1 heure, il y a des bébés renardeaux qui sortent pas très loin. Et en fait, il y avait un terrier pas très loin que j'avais pas remarqué. Ils sortent et là, je commence à avoir plein de passages de renards dans le bois.
Et après, je fais attention à la disposition du bois. Et je me rends compte qu'il y a plein de traces partout, quoi. Pendant longtemps, on a pensé que le renard était un animal plutôt solitaire. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Non. C'est un animal social. Il y a on pourrait dire des communautés de renards. Mais comment on les définit ? Comment on sait que voilà, ces individus-là fonctionnent ensemble et que c'est une communauté de renards ? Ouais. Alors déjà, les renards, leur comportement est hyper plastique. Donc c'est aussi pour Plastique ? C'est très flexible. Leur Ça comportement change est très beaucoup. flexible, ça peut changer. Et c'est vraiment très différent d'une zone à l'autre, d'une population à une autre, d'une communauté et même d'un individu à l'autre. Donc tous les renards ne sont pas communautaires. Effectivement, jusque dans les années 80, on a cru qu'ils étaient solitaires. Parce qu'à chaque fois qu'on voyait un renard, il se déplaçait seul. Et à partir des années 80-90, il y a un chercheur biologiste qui s'appelle David McDonald, qui est le premier par ailleurs à avoir utilisé des colliers télémétriques. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, une des raisons pour lesquelles il a fait des telles avancées sur le comportement du renard, c'est parce qu'en fait, il a élevé un bébé renard avec lui, qu'il a domestiqué, quoi. Et après, il a mis ce bébé renard dans un enclos avec d'autres renards, et en fait, il a fait des observations en semi-liberté de ces renards. David McDonald, c'est le premier à parler de groupe spatial, parce que lui, il voit pas le groupe social chez les renards, mais par contre, il voit qu'effectivement, on a des individus qui vont partager un certain pourcentage de domaine vital. Ça peut aller de 20% à 80%, voire 100% du domaine vital. Et à partir d'un certain pourcentage, on définit un critère qui dit que le renard vit en groupe spatial et que donc il y a un groupe spatial. Et en 2016, il y a une autre chercheuse qui, elle aussi, a une nouvelle méthode. Donc, en fait, c'est chaque fois des chercheurs qui ont des nouvelles méthodes. David McDonald, c'était l'élevage de renards et le collier télémétrique. Et la chercheuse de 2016, elle s'appelle Jo Dorning. Et elle, sa nouvelle méthode, c'est les caméras de chasse. C'est une des premières à avoir utilisé des caméras de chasse pour le comportement du renard. Pareil, elle a fait ça au Royaume-Uni. Et elle, avec ses caméras, elle se rend compte donc elle met des caméras, elle les met en mode photo. Elle les met dans des jardins où les renards sont nourris. Et elle remarque que sur les images, il y a des fois 4-5 renards qui viennent manger en même temps. Et à partir de ces images, elle fait des statistiques et elle décrète que les renards vivent en groupes sociaux. Alors que moi, mes caméras, je les mets en mode vidéo. Oui, donc c'est déjà très différent. Oui. C'est très différent et en plus, je les observe pendant la nuit. À Bruxelles, ces renards-là vivent en groupes sociaux et donc ça veut dire qu'ils se connaissent. Il y a des affinités entre renards, il y a des renards qui sont amis, il y a des conflits. Et donc voilà, moi, mon rôle, en gros, c'est de faire des récits de ces histoires de renards et pour comprendre comment ces groupes se forment. Et après, je travaille aussi sur la socialité interspécifique, donc avec les humains. Mais ça, c'est une autre partie de mon travail. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter l'une ou l'autre histoire de renard ? Alors, oui. Alors, une histoire de renard. Donc, on a... Bon, alors, c'est une histoire un peu tragique. C'est un renard qui s'appelle Toby, qui est mort maintenant, malheureusement. C'était mon préféré. J'ai commencé à étudier ce groupe en janvier 2022. Toby n'était pas dans ce groupe. Mais il y avait déjà un groupe de 6 renards, dont une femelle très importante qui s'appelle Max. Et en fait, en janvier 2022, Max meurt à cause d'un accident de voiture. Donc gros traumatisme pour le groupe. Gros traumatisme pour le groupe est complètement déstabilisé. Et alors, du coup, il y a des mouvements, quoi. Il y a des renards qui partent du groupe et il y a des renards qui arrivent. Donc Toby, il arrive à ce moment-là, dans le groupe social. Et très vite, il se fait ami avec 2 autres renards, un mâle et une femelle, qui s'appellent Noiro et Habibi. Donc il est très ami avec eux, il joue énormément, il y a beaucoup d'activités sociales. Il joue ? Ouais, ils jouent, donc ils vont comme des chiens, ils vont se courir après, ils vont se rouler, se sauter les uns sur les autres, se lécher. C'est très social, c'est vraiment comme des chiens. Okay. Et c'est des adultes. Ça, c'est important à dire, parce que longtemps, on a cru qu'il n'y avait que les juvéniles qui jouaient comme ça, mais non, les adultes jouent aussi. Et en fait, dans le groupe, il y a une autre femelle qui s'appelle Kiwi, et qui fait partie du groupe parce qu'on la voit socialiser, surtout avec d'autres renards, pas tellement avec Toby et pas tellement avec ses 2 potes. Mais voilà, elle socialise avec les 2-3 autres renards du groupe. En mai 2023, il y a une habitante de la Cité Jardin qui m'appelle et qui me laisse un message vocal. Elle me dit « Chloé, c'est horrible. Donc les renards sont dans mon jardin. Comme d'habitude, ils ont fait un terrier dans son jardin. Et il y a des renardeaux. Mais en fait, elle a trouvé un renardeau décapité dans son jardin. Donc pas ouf. Et j'arrive sur place, je regarde la tête, j'essaye de faire une rapide autopsie, je me rends compte que ça peut pas être un renard décapité, il a été mangé, il manque des parties, c'est un peu gore. Et je me rends compte aussi que toute la scène a été filmée par une caméra de chasse, parce que ça s'est passé juste en face. Donc je regarde ma caméra de chasse,
Je pensais à ce moment-là que c'était un autre prédateur qui avait mangé le renard. Je me suis dit peut-être une fouine. On sait que les mustélidés parfois s'attaquent aux renards d'eau, mais c'est pas très rapporté, donc on sait pas. Bref, je vois sur les caméras que c'est Toby qui est rentré dans le terrier, qui a pris le renard, qui l'a secoué et après qui l'a mangé. Et ça, c'est c'est hyper violent. Et c'est hyper rare aussi. C'est hyper rare parce que on sait que chez les canidés, il y a des cas d'infanticide très fréquents. Donc les renards, c'est des canidés. Mais par contre, chez l'espèce, le renard roux, il n'y a jamais eu de cas d'infanticide. C'est pas du tout connu. Et c'est encore moins connu quand c'est un renard qui appartient au même groupe social que les deux petits. Donc là, pour comprendre cette histoire, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas pourquoi Toby a fait ça et de toute façon, on ne pourra jamais être dans sa tête pour en être sûr. Et donc en biologie, on a des hypothèses qui expliquent l'infanticide. Par exemple, le renard a faim, il a mangé les petits. Il y a 4-5 hypothèses comme ça à l'infanticide, mais il n'y en avait aucune qui permettait de comprendre pourquoi Toby avait fait ça. Donc un biologiste, face à cette situation, il se serait dit « Ok, c'est pas intéressant ». C'est une anecdote, on ne sait pas l'expliquer, on ne va pas l'analyser. Mais moi, comme je suis en sciences sociales, les anecdotes, évidemment, ça me fait frétiller. Donc j'ai envie de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et alors, c'est là que c'est intéressant et que les sciences sociales interviennent et les méthodes qualitatives, c'est qu'à partir des récits, on peut essayer de comprendre pourquoi Toby a fait ça. Et en fait, le stress qui est causé par rapport au décès de Max, donc 1 an plus tôt, après ça, il y a eu d'autres événements stressants pour Toby, comme par exemple le fait qu'avec ses 2 copains, là, il avait creusé le terrier dans lequel Kiwi, donc la mère du petit qui est mort, avait mis son petit plus tard. Et donc il y a eu ce terrier qui a été creusé pendant 1 semaine. C'était une zone hyper intéressante et hyper importante pour ces renards qui socialisaient en creusant ce terrier. Ils se couraient derrière, ils le creusaient, ils ressortaient. Enfin, il y avait plein de petits jeux avec ce terrier. Et puis tout à coup, il y a Valérie, donc notre habitante, qui trouve le renard mort, qui voit ce terrier et qui le clôture. Et en fait, la clôture du terrier a complètement changé la dynamique du groupe. Il n'y a plus eu de jeu. Et c'est Kiwi, à ce moment-là, qui s'est approprié le terrier pour mettre son petit. Et ça aussi, ça a causé du stress chez les renards. Et enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, il y a plein d'histoires comme ça, des récits, qui permettent de comprendre pourquoi Toby a pu être stressé. Et en plus, par ailleurs, il ne s'entendait pas du tout avec Kiwi. Et donc tuer un des juvéniles. Alors donc tu l'as rappelé, hein, tu travailles avec le regard aussi des sciences sociales et le renard à Bruxelles, il est en interaction permanente avec les humains, même sans qu'on se croise ou qu'on se regarde. Mais le renard vit dans des infrastructures humaines, il mange des restes de nourriture humaine ou de déchets humains. Parfois, il est aussi nourri. Et ça, c'est aussi un sujet dont tu pourrais nous parler des nourrisseurs, qui est un sujet sur lequel c'est difficile pour toi de te positionner. Parce que moi, je ne me positionne pas sur le nourrisseur. Tu ne te positionnes pas sur le sujet. Est-ce que c'est bien ou pas bien En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des humains tissent des relations, parfois conflictuelles, comme mes parents avec leur poule, parfois, bien qu'elles soient complexes, assez intenses, assez importantes, avec des individus, avec des renards. Le renard! Qu'est-ce que tu fous là, mec? Tu te balades, cousin? Yo, le renard! Grimpe, on va faire un tour en bagnole, mec! Et justement, quel est ton regard sur ces liens qui peuvent exister entre des humains et des renards à Bruxelles? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est un peu la base, mais ce que j'aime bien, c'est les signes qui s'écrivent au sol. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à regarder, à observer les renards, d'abord, je les ai pas vus. Et puis, quand j'ai remarqué qu'ils étaient bien là dans le bois, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait plein de choses au sol qui s'écrivaient. Et en fait, les renards écrivent leur présence au sol, quoi. Et en fait, ce qui est super chouette, c'est que parfois, on voit qu'il y a vraiment des signes concomitants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui sont à la fois liés aux renards et à la fois liés aux humains et qui sont écrits au sol, dans la ville. Donc c'est-à-dire que tu peux te balader dans la ville, et puis si tu fais attention, tu verras qu'il y a par exemple un trou dans une clôture, parce que les renards font eux-mêmes les trous dans les clôtures, ils créent leurs propres aménagements de l'espace urbain. Oui, c'est leur fabrique de la ville à eux. Ouais, exactement. Si derrière le trou, il y a de la terre, les passages successifs sous le trou vont faire que la terre va se déverser sur le trottoir. Et quand tu regardes les empreintes qu'il y a sur cette terre qui s'est déversée sur les trottoirs, il y a des empreintes de renards, il y a des empreintes de chiens, il y a des souliers. Et en fait, ces empreintes, elles changent tous les jours, quoi. Chaque fois, il y a des empreintes différentes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que on remarque, on voit sur le sol, on peut lire sur le sol qu'il y a ces usages concomitants de la ville entre les renards et les humains. Et il y a une fabrique de ces deux espèces. Le renard, il peut soit résister aux aménagements, soit les aménagements peuvent aussi lui convenir, comme dans le cas des poubelles.
Et alors, par exemple, pour donc, si on va un peu plus en profondeur sur ces usages concomitants et sur ces pratiques interspécifiques, on peut effectivement s'intéresser à la question du nourrissage. Donc, en fait, je ne sais pas à quel point c'est répandu, mais par exemple, il y a eu une étude statistique à Londres qui estime qu'il y a 10% des ménages londoniens qui nourrissent un renard. Je pense que c'est pas autant à Bruxelles, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée. Et quand on dit qu'ils nourrissent, ça veut dire que c'est intentionnel. C'est pas simplement il est venu voler dans les poubelles. Il y a eu une intention de l'humain de donner à manger au renard. Si c'était juste les poubelles, il y aurait 100% quasi des ménages qui nourriraient les renards. Oui, donc c'est intentionnel. C'est vraiment des gens qui vont soit donner leurs restes alimentaires, les déposer pour les renards. Et parfois, ça peut être très logique et rationnel. Par exemple, il y a des gens qui disent de toute façon, le renard, il va déchirer la poubelle. Alors, plutôt que de causer du tort aux personnes qui travaillent aux éboueurs, à moi et aux autres voisins, je vais pas mettre ces choses dans la poubelle et je vais les donner directement au renard. Et comme ça, il va pas casser la poubelle. Et le nourrissage, c'est vraiment très, très déconseillé et très mal vu par les institutions environnementales. Oui. Dont Bruxelles Environnement et Natagora, parce que en fait, ça crée des conflits et des tensions au sein du voisinage, pas toujours, mais ça peut, et qu'en fait, je pense que les institutions craignent que, à force d'avoir des conflits, le renard sorte de la liste des espèces qui sont protégées à Bruxelles depuis 1991. Après, moi, la raison pour laquelle je me positionne pas, c'est que comme je suis aussi sociologue, donc je fais des entretiens sociologiques avec des gens qui nourrissent les renards. T'es pas là pour juger leur manière de vivre, en fait. Je suis là pour comprendre la pratique et pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe exactement au sein de cette pratique, comment les nourrisseurs nourrissent les renards et comment les renards se font nourrir. Et ce que je remarque d'intéressant, par exemple, c'est que souvent les gens pensent que dans la relation, donc pas les nourrisseurs, les gens pensent que dans la relation entre le ou la nourrisseuse, c'est souvent des femmes, et le renard, il y a une relation de domination qui n'est pas très intéressante à étudier parce qu'en fait, le renard, il a faim et il vient pour se faire nourrir et la personne lui donne à manger. Et moi, je remarque que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'en fait, le renard demande à être nourri, quoi. Donc, c'est à chaque fois, en fait, le renard propose le nourrissage et l'humain peut ou non y répondre. Donc, toutes les histoires de nourrissage commencent par un nourrisseur qui a vu un moment un renard dans son jardin, qui s'arrêtait peut-être un peu devant sa porte, qui traînait dans la zone. Et c'est parce que le renard traînait dans le jardin, et donc que le renard a choisi de vivre en ville et dans ces zones-là, que le nourrisseur a décidé de commencer à donner à manger aux renards. Souvent, ils pensent qu'ils ont faim. Et ensuite, il y a des codes qui se mettent en place. Donc, c'est vraiment très codifié. Il y a des règles d'un côté et de l'autre. Par exemple, j'ai une nourrisseuse. Donc, elle, je pense que c'est celle qui fait la pratique la plus codifiée. Donc, cette nourrisseuse, par exemple, tous les soirs, à la même heure, elle a un renard qui vient dans son jardin. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence par allumer la lumière de sa cuisine qui est au 2e étage. Puis, elle toque comme ça contre sa baie vitrée. Elle descend. Elle ferme sa porte. Elle allume une autre lumière pour prévenir le renard que maintenant, elle arrive. Elle ouvre la véranda. Et là, elle prend son pain qu'elle a préparé la veille et qui est du pain rassis qu'elle a mis à tremper. Et elle donne bout de pain par bout de pain, assis sur sa chaise. Elle ne s'approche jamais. Elle donne bout de pain par bout de pain et le renard, il prend le pain par pain, il mange et voilà. Et donc ça, c'est hyper codifié. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est aussi codifié du côté du renard. Donc la raison pour laquelle cette nourrisseuse-là, elle ne s'approche pas du renard, c'est parce que ces renards-là sont en fait pas très familiers. Et donc, elle sait très bien que si elle s'approche de lui, il va fuir. Donc, ça veut dire que le renard, il met une règle aussi en place. Si tu t'approches à telle distance de moi, c'est fini, je ne viens plus. Ou je viendrai seulement plusieurs jours après parce que tu m'as fait peur. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment des codes qui sont mis en place de part et d'autre. Aussi, le renard peut choisir ce qu'il aime manger, quoi. Il peut ne pas manger le pain et du coup, le lendemain, elle va s'adapter et donner des carottes. Donc, en gros, on voit que c'est très dynamique. Et que c'est réciproque, c'est pas dynamique seulement du côté de l'humain, il y a vraiment un truc réciproque, c'est très codifié des deux côtés. C'est très intéressant d'avoir le regard d'une sociologue sur les mondes tissés par les renards, leurs relations, leur manière de faire de la ville, leur manière d'interagir entre eux, mais aussi d'interagir avec les humains. C'est Alain Damasio, je pense, qui disait il y a pas longtemps, auteur de science-fiction bien connu français, que c'est très intéressant aussi de regarder nos interactions humaines, de se regarder les uns les autres quand on est dans le métro, quand on est dans n'importe quelle situation, et de se rappeler qu'on est des primates, et de regarder les humains avec un regard, au fond,
qu'aurait pu avoir Marie, par exemple, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir, qui est primatologue, et de regarder aussi les humains avec un regard, justement, comme si on était une espèce animale, quoi, que nous sommes d'ailleurs. Et ben, exact, tu m'ôtes les mots de la bouche. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'étudier les animaux avec des sciences sociales, qualitatives, parce qu'un des apports de l'anthropologie, par exemple, c'est la réflexivité, donc c'est le fait de savoir comment on influence le terrain quand on est sur le terrain. Et en fait, quand on étudie les animaux, surtout les mammifères, je pense, il ne faut pas oublier qu'on est des primates, quoi, et que déjà, on a une influence sur le terrain. Moi, par exemple, quand je suis sur le terrain, je sais très bien que les renards évitent l'endroit où je suis et ils vont faire des détours pour ne pas passer par l'endroit où je suis posée. Et par ailleurs, sur le nourrissage, c'est intéressant aussi parce que souvent, les gens me disent... les nourrisseurs essayent toujours à un moment ou à un autre de s'approcher du renard et peut-être d'essayer de le toucher. Après, il y en a qui s'arrêtent très vite. Il y en a qui disent j'ai essayé une fois, le renard s'est enfoui, j'ai plus jamais essayé. Mais il y a toujours une tentative de faire ça. Et en fait, moi, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que les gens ont envie d'être proches du renard. Ils ont envie de le toucher. Et ils ont envie de le regarder dans les yeux. Et ça, c'est un truc de primate, en fait. On a envie de toucher les autres vivants, on a envie de s'en approcher, on a envie d'avoir des contacts, des eye contact avec eux. Et en fait, il faut pas oublier. On pense toujours qu'on est complètement hors sol, on est un peu dans l'éther. Et du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant et important de se resituer au sein de cette chaîne trophique et de ne pas oublier qu'on est aussi des prédateurs et qu'on peut être prédaté. Et que la façon dont on va étudier, relationner, avoir des liens avec ces autres vivants est intrinsèquement liée au fait que nous sommes des primates et qu'on est une espèce animale, quoi. Et donc, par exemple, dans le cas du renard qui des eye contact avec le renard, donc il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est génial !» J'ai communiqué avec le renard. Ouais, exactement. C'était un moment fort. Ouais, mais c'est vraiment fort parce qu'eux l'ont ressenti comme ça. Ouais. Donc pour eux, c'était vraiment un moment fort, c'est vraiment un moment riche. Et donc s'il y a une des deux parties de la relation qui l'a senti comme ça, c'est que c'est vrai. Pragmatiquement, c'était un moment fort. Mais par contre, le renard, lui, il n'a pas kiffé, quoi. Voilà, exactement. Donc moi, je remarque sur mon terrain, allez, pour étudier le renard, il faut étudier ses codes. Si tu n'étudies pas ses codes de politesse, tu vas pas pouvoir comprendre ce qui est important pour eux, tu vas pas pouvoir t'en approcher, tu vas pas pouvoir essayer de les suivre. Donc il faut apprendre les codes de politesse. Regarder un renard dans les yeux que tu ne connais pas, c'est pas poli. C'est très impoli pour un renard parce que pour lui, c'est quelqu'un qui l'associe comme un prédateur. C'est une défiance. Oui, faut pas oublier que nous, on a prédaté les renards depuis des siècles, quoi. C'était vraiment un animal nuisible avant le 19e siècle. Et donc qu'un prédateur historique regarde dans les yeux un renard, bah lui évidemment qu'il interprète ça comme un moment de prédation, quoi. C'est pas un moment qui le met à l'aise. Et donc par exemple, moi je constate que plus tu donnes d'attention à un renard, et plus il va s'éloigner. Après, ça dépend toujours des personnalités de renards, hein. Il y en a qui vont être très très proches et qui peuvent venir à 1 ou 2 mètres, mais généralement ils sont plutôt farouches et en fait ils vont s'éloigner si tu fais attention à eux. Et c'est seulement si avec des potes en train de manger quelque chose ou de parler et tu fais pas attention à eux que là ils vont avoir tendance à s'approcher parce qu'en fait tu n'as pas un comportement de prédateur. Et donc par exemple dans le cas des contacts avec les yeux, moi sur mon terrain je vois que quand je tombe par hasard sur un renard et que je suis un peu trop proche de lui, par exemple si j'ai tourné un coin et que le renard est au coin, le renard va toujours me regarder dans les yeux et si je le regarde en retour, effectivement, il va se figer pendant 10 secondes pour essayer de tâter le terrain, mais après 10 secondes, il va inéluctablement partir. Alors que si je détourne le regard et que je m'éloigne un peu, là, tu peux avoir une chance qu'il continue à faire son activité et qu'il continue à faire sa vie et du coup de pouvoir l'observer. Mais du coup, oui, ça, c'est hyper important, je trouve, de se rappeler qu'en fait, on n'est pas dans les terres et qu'on a une sensibilité particulière par rapport aux autres vivants qui n'est pas partagée par toutes les espèces et que c'est aussi important de savoir c'est quoi les codes de politesse de ces autres espèces pour pouvoir vivre avec elles et essayer de les comprendre, quoi. C'est un peu le soulèvement de l'éther. C'est le soulèvement de l'éther, exactement, ouais. Mais c'est super intéressant, Chloé. Est-ce que quelqu'une a envie de poser une question ? Merci. J'ai 2 petites questions. La première, je me demandais si les renards ont des ennemis humains très forts au point que c'est intentionnel que tu ne donnes pas le nom de ce petit bois. Mais bon, c'est peut-être mon imagination, mais je voudrais vraiment savoir. Et l'autre question est liée à la première partie de l'émission. Et peut-être qu'il vaut mieux qu'on ne sache pas d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce qu'au Marais Wills, il y aurait des renards aussi ?
Alors oui, c'est intentionnel, j'ai pas donné le nom du bois, parce qu'il y a plein de terriers de reproduction dedans. Effectivement, je préfère protéger au maximum les renards que j'étudie, avoir un minimum de réciprocité dans la relation. Et oui, alors malheureusement ou heureusement, je sais pas, moi j'ai jamais pu faire d'entretien sociologique avec des gens qui ont commis des actes illégaux, parce que c'est illégal de déranger, de blesser ou de tuer un renard. Du coup, évidemment, j'ai jamais pu avoir de contact avec ces gens, donc je sais pas exactement je sais pas exactement c'est pourquoi ils en arrivent à ce geste-là, je sais pas ce qui motive leur pratique. Mais oui, il y a eu beaucoup de signalements de renards, par exemple, qui ont été décapités. Alors parfois, c'est des messages politiques. Donc il y a des cas de personnes qui nourrissaient les renards et qui ont trouvé des têtes de renards devant leur porte ou dans leur jardin. Et donc probablement que c'est des voisins mécontents qui ont tué le renard, qui l'ont décapité et qui ont jeté la tête dans leur jardin. Après, il y a énormément de cas d'empoisonnement aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi néfaste pour les animaux domestiques parce qu'il y a aussi souvent des cas de chats, par exemple, qui mangent ces boulettes empoisonnées et qui en meurent. Moi, par exemple, les cas de mortalité que j'ai eus, c'était jamais des empoisonnements, c'était toujours des renards qui s'étaient fait percuter par des voitures. Mais sur la cité jardin que j'étudie, je sais qu'il y a eu des cas d'empoisonnement de renardeaux. Et après, il y a aussi des gens qui sont dérangés. De nouveau, c'est souvent des gens qui ont des jardins. Parce que le renard va creuser des trous dans le jardin ou va amener des déchets. Je pense que c'est assez rare, mais quand ça arrive, c'est spectaculaire. Les gens qui tuent les renards parce que ça va être des empoisonnements ou c'est des décapitations. C'était quoi la deuxième question ? S'il y avait des renards au Marais Wills, c'était ça. Ah oui, il n'y a pas de renards au Marais Wills. Donc moi j'avais commencé, la première fois que j'ai fait mon terrain, je ne savais pas où il y avait de renards, je ne savais pas où commencer à faire mon terrain. Et donc j'avais un peu erré vers forêt, Bruxelles-Midi pour trouver des renards. Et j'avais été au Marais Wills. Bon, peut-être que maintenant ça a changé, il y a peut-être des renards qui passent par là de temps en temps. Mais en tout cas, il n'y a pas de terrier, il n'y a pas de traces claires. Ils ne s'établissent pas vraiment là-bas, c'est trop urbain, je pense. Et ce que tu disais juste avant sur le message politique, c'est affolant parce qu'effectivement, c'est un grand classique pour certains humains méchants, d'utiliser des animaux morts, non humains, pour menacer d'autres humains. Il y a longuement eu, il y a quelques siècles, la tradition des chauves-souris qu'on clouait sur la porte des gens comme un mauvais présage ou comme une menace. Moi, quand j'étais petit, j'allais à la pêche avec mon ami Louis, qui est au Canada d'ailleurs, qui nous écoute peut-être sur Radio Campus Canada. Et on allait dans un étang, qui était l'étang dont on sous-louait pour pouvoir aller pêcher dans l'étang, parce que oui, effectivement, j'ai pêché quand j'étais plus jeune, voilà. Et parfois, on pêchait un petit peu dans l'étang d'à côté, ce qui n'était pas bien, mais on avait déjà une certaine idée de la propriété privée, et on se disait que le fait d'avoir privatisé du vivant, c'était quand même déjà pas super top, parce que les carpes, qu'elles soient dans un étang ou dans un autre, finalement, le fait qu'elles aient des propriétaires humains, ça n'avait pas forcément beaucoup de sens, et donc que l'on paye pour celui-là ou pour un autre, bref. Toujours est-il que Marc, le méchant monsieur de l'étang d'à côté, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué 2 oies, et il les a mis sur notre ponton. Je voulais juste rebondir sur votre remarque, madame, que je trouvais très intéressante, sur la manière dont on parle de ces lieux-là, dont on les médiatise aussi, et qu'effectivement, ça pose des vraies questions, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément envie que ces lieux ces endroits soient livrés à une un surusage, une surexploitation, si on veut, et que des fois, des personnes... elles auront peut-être envie de venir visiter, mais qu'en fait, ce n'est pas soutenable pour un endroit, et qu'en fait, on peut rentrer dans des problèmes consuméristes ou extractivistes comme ça, d'avoir ce réflexe de venir consommer des lieux qui, en fait, n'ont pas besoin de nous, même s'ils sont fort intéressants. Et donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant comme nouvelle attention à développer aussi autour de ces lieux, autour de ces espaces, et de nouveaux types de relations qu'on tisse avec. Voilà. Mais s'il y a d'autres questions ou remarques, n'hésitez surtout pas. Comme moi, je viens de le faire là, je suis intervenu avec une remarque. Ah, mais encore une remarque de madame, peut-être, oui. Mais les 2 premières étaient super, donc vous pouvez y aller. Oui. Oui, je me sens encouragée. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mais peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y avait beaucoup moins de renards à Bruxelles, et j'ai l'impression d'avoir assisté à de plus en plus de renards à Bruxelles. Alors, en dehors peut-être des poubelles, je ne sais pas, mais pourquoi ? Est-ce qu'on sait pourquoi Bruxelles est une bonne ville pour les renards ? Alors, je suis en train d'écrire cette partie de ma thèse maintenant, donc je n'ai pas toute la réponse, mais j'ai une partie de la réponse.
Donc oui, déjà, comme tu disais tout à l'heure, il faut savoir que les renards... donc avant, on n'appelait pas ça du tout un renard, on appelait ça un goupil. Et au 19e siècle, c'était une espèce qui était vraiment très chassée. Et la raison pour laquelle on a appelé ça un renard, c'est parce qu'en fait, le personnage du roman de renard s'appelle Reinhardt. Et que c'est un personnage par ailleurs rusé, un peu perfide, qui n'est pas forcément négatif sur tous les aspects, mais qui a quand même des caractères pas enviables. C'est de là que ça vient, rusé comme un renard. Ouais, d'ailleurs. exactement, ouais. Et quand tu regardes dans la presse, par exemple, du 19e siècle, alors le mot renard, il apparaît à plein de reprises. Et en fait, c'est souvent... on parle presque jamais de vrais renards qui sont à Bruxelles, mais c'est des expressions. Je me souviens plus c'est quoi exactement les expressions, mais en fait, il y avait plein d'expressions pour parler enfin, c'était des proverbes, et le mot renard était hyper négatif, donc c'était très très négatif de parler de ça. En fait, le renard, c'était un peu comme un rat maintenant, quoi. C'était un animal nuisible qu'on tuait même pas forcément par plaisir, mais parce qu'il fallait se débarrasser des renards dans les environs et dans les domaines domaniaux, donc dans les forêts où on l'en chassait, parce que le renard tuait des oiseaux, du gibier à plumes, des lapins, des lièvres, etc. Donc c'était un concurrent. Et alors, autant on parle du loup comme un concurrent aux paysans, historiquement, autant on parle du renard comme un concurrent aux gentilshommes, c'est-à-dire aux nobles, parce que la chasse était réservée à la noblesse. Et donc, c'est vraiment l'animal qui a été persécuté par la noblesse au 19e siècle. Donc, il n'y avait pas de renard, effectivement, à Bruxelles au 19e siècle, mais ce qui n'est pas forcément évident, parce que dans d'autres villes, je pense que c'est en Norvège, on s'est rendu compte qu'il y avait des traces de renards dans des grandes villes, dans des grands centres urbains déjà en 1880. Donc il aurait pu y en avoir à Bruxelles. Alors moi, mon hypothèse, c'est que la raison pour laquelle il n'y en avait pas à cette époque-là, c'est qu'ils étaient vraiment densément chassés. Et qu'en plus, en Flandre, ça c'est une hypothèse qu'un auteur flamand a évoquée il y a quelques années, en Flandre, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a eu des misères, des grandes misères, c'est les grandes misères des Flandres à cause de la crise de la patate. Et en fait, apparemment, ça aurait eu des conséquences sur une partie de la faune, parce qu'il n'y avait plus aucun renard dans une grande partie des Flandres, et notamment les deux Flandres, donc la Flandre occidentale et orientale. La forêt de Soigne aurait constitué un refuge pour cette espèce qui était chassée à peu près partout. Les gens étaient dans la misère, donc je pense que pour eux, une poule de plus ou de moins, ça changeait tout. Et en fait, le renard commence vraiment à apparaître à Bruxelles à la fin du XXe siècle, donc dans les années 80-90. Alors il faut savoir qu'il y avait quand même des renards à Bruxelles avant, parce qu'au XIXe siècle, on avait des renards qui étaient domestiqués. Donc par exemple à l'hôtel Ravenstein, qui a disparu maintenant, qui était un hôtel qui accueillait par ailleurs toute la noblesse bruxelloise, il y avait un renard domestiqué qui se baladait dans l'hôtel et qui se faisait caresser par les gens qui venaient dormir là-bas. Donc il y avait des renards, ils étaient domestiqués, c'était juste pas du tout les mêmes renards qu'on a maintenant. Et en fait les renards entre guillemets sauvages sont arrivés à Bruxelles à la fin des années 80, début des années 90. Puis là, je pense qu'il y a eu un peu une explosion des populations à ce moment-là. Et donc, moi, je pense que le facteur prédominant qui a fait qu'il y a des renards à Bruxelles, c'est qu'en fait, on a arrêté de les chasser. Et donc, c'est une espèce qui a un comportement hyper plastique, donc hyper flexible, qui sait s'adapter à un nombre incroyable d'écosystèmes. Et en fait, il est capable de s'adapter à l'environnement urbain, comme d'autres espèces très adaptables, comme le pigeon ou le rat, ou même la fouine, dont on parle pas beaucoup d'ailleurs. Pas le rappeur, hein. C'est quoi ce ton rôle, là, gros? Oui, mais c'est quoi cette scène, là, gros? C'est quoi ce ton rôle, là, gros? Et donc, je pense que le fait qu'on ait arrêté d'exercer cette pression sur les populations de renards a fait qu'ils ont commencé à venir en ville. À mon avis, ils venaient déjà avant, à la fin du 19e et au début du 20e, ils commençaient à faire des incursions dans ce qui ne faisait pas encore partie des communes de Bruxelles-Capitale, mais Boisfort, Watermal, Oulé, Saint-Lambert, etc. Et c'est juste qu'ils étaient tués dès qu'ils venaient. Maintenant, on arrête de les tuer, donc voilà. Après, en forêt de Soigne, c'est étonnant, mais en fait, c'est pas du tout un bon milieu pour les renards. Parce que déjà, la forêt de Soigne, elle est beaucoup plus petite qu'avant. Elle a été réduite des 3/5 de sa superficie en 1830. Donc la forêt de Soigne, ça constitue un refuge, mais c'est pas un écosystème très adapté. Et après, le deuxième facteur hyper important, c'est qu'en fait, on a les poubelles. Et que ça, c'est vraiment fondamentalement lié à notre modèle socio-économique. En fait, on a énormément de déchets alimentaires et en plus, c'est toutes des petites poubelles individuelles qui sont un peu disséminées partout dans la ville. Donc évidemment, c'est parfait pour les renards, ça constitue une ressource alimentaire. Mais bon, moi, j'aime bien insister sur le fait que la présence des renards est donc liée à notre modèle socio-économique aussi. Et après, enfin, le dernier paramètre, c'est Bruxelles.
Avant, quand on parlait de Bruxelles au 19e siècle, on ne parle pas de Bruxelles maintenant. Bruxelles au 19e siècle, c'était globalement l'intérieur de la petite ceinture. Maintenant, Bruxelles, c'est toutes les communes à côté. Et donc, ces communes-là n'ont pas du tout le même visage non plus, parce que historiquement, surtout au sud-est, et les renards sont plus présents au sud-est, c'est plus des quartiers socio-économiquement très favorisés, et c'est plus la bourgeoisie, les hautes élites sociales qui se sont à un moment installées dans ces communes-là. Et en fait, ça coïncide avec un milieu urbain qui est moins bétonné, avec plus d'espaces verts. Le renard, il se fait très bien en milieu urbain, il sait très bien vivre sur le béton, mais il a quand même besoin de quelques espaces avec un couvert végétal pour pouvoir élever ses juvéniles, plus ou moins se déplacer en sécurité et trouver des lombriques, parce qu'en fait, ça mange beaucoup de vers de terre. Et voilà, globalement, ces trois facteurs-là, pour moi, ça explique l'arrivée des renards à Bruxelles. Moi, j'avais une petite question, Chloé. Je viens un peu avec autre chose, hein. Mais ça reste renard. Hein. Oui. On reste dans l'idée du renard. Hein. On a parlé plusieurs fois du roman de renard, qui a donné d'ailleurs l'usage, on le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, l'usage courant du mot renard au lieu du terme goupil. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur justement la place ou l'image du renard dans les fictions humaines? Alors je sais que c'est pas le sujet que tu as le plus approfondi pour l'instant, hein, mais comme tu es quand même assez calé en renard, je me dis, tu as peut-être quand même un truc à dire là-dessus. En fait, de un, j'ai pas beaucoup travaillé sur les représentations, parce que en plus à Bruxelles, c'est hyper touchy, parce qu'il y a tellement de représentations différentes dans tous les milieux culturels qui existent à Bruxelles, que c'est hyper dur en gros de tirer des conclusions là-dessus. Donc c'est pour ça que ça m'a pas beaucoup intéressé pour le moment, les représentations. Après, la question n'est pas intéressante. Non, c'est pas ça. Mais par contre, par ailleurs, je l'ai pas encore fait, mais je soupçonne que la raison pour laquelle on a arrêté de chasser le renard et qu'il est beaucoup mieux vu depuis environ, je sais pas, 1950, 70, 80. Roxy Rookie. Il y a eu un changement dans la représentation. Donc, par exemple, un film comme Roxy Rookie, tu l'aurais jamais... Bon, il n'y avait pas de film à l'époque, mais tu l'aurais jamais vu au XVIIIe siècle. Mais après, il y avait un autre film que j'avais envie de revoir, mais dont on m'a parlé il y a 2 jours, c'est le renard et l'enfant, ou l'enfant et le renard, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, par exemple, je l'ai pas vu, donc je peux pas bien en parler, mais typiquement, c'est un film dans lequel le renard représente vraiment cette faune sauvage qu'il faut protéger et qu'on essaye de domestiquer, mais sans succès. Et donc, je pense que là, le renard, c'est pour ça qu'on l'aime autant, en fait, c'est parce qu'il représente cette faune sauvage. Et ce qui est, en fait, un peu contradictoire, parce que finalement, c'est un renard... Ces renards-là, les renards que nous, on voit, ils vivent en ville. Donc, il y a un peu cette dichotomie entre nature et culture. Oui. Et en fait, on aime le renard parce qu'il représente la nature, il représente les animaux sauvages. Mais par ailleurs, au lieu de... J'ai l'impression que la question, c'est pas tellement... Comment le renard représente la nature sauvage ou waouh, c'est beau parce que ça ressemble à des chacals ou à n'importe quel animal qu'on peut voir en forêt. Ça, finalement, c'est quoi notre définition du mot sauvage? C'est quoi notre définition du mot nature, du mot culture, du mot ville, du mot urbain? Et en fait, les renards, ils viennent re-questionner tout ça. Ils correspondent pas aux stéréotypes dans lesquels on les met. Et donc, je pense que les représentations ont été favorables, en tout cas pour l'installation des renards à Bruxelles. Sans ça, probablement, peut-être qu'ils auraient continué à être été chassés. Enfin, je pense vraiment que ça a drastiquement changé, il y a quelque chose qui a changé, mais ils viennent re-questionner tous ces paradigmes-là, et en fait c'est des renards des villes, ils vivent sur le béton, ils vivent avec nous dans les poubelles, il faut juste se baisser, être à leur niveau, et on se rend compte qu'ils sont là, ils sont au sol avec nous, quoi, dans la ville. Si vous avez encore une petite question, n'hésitez pas à la poser. Et puis sinon, on va tout doucement conclure avec peut-être un petit mot, si elle a envie, de Lucia Garcia, qui est la directrice d'Imal. Non, pas spécialement, d'accord. Elle n'a pas envie. Mais on peut la remercier, du coup. Mais on peut quand même applaudir. Alors, on va faire 2 choses. Voilà. On va applaudir très fort Chloé, parce que c'était vraiment intéressant tout ce qu'elle nous a raconté. Est-ce qu'on peut retrouver... Je pense que tu écris des articles. Hein. Tu as écrit 1 ou 2 articles déjà qui ont été, comme on dit... peer-reviewed, ouais. Peer-reviewed. Revu par les pairs. Revu par ses pairs. Ouais, alors il y a un article qui vient d'être publié maintenant, mais donc le processus éditorial dans les revues scientifiques, c'est hyper lent. Donc c'est un article que j'ai écrit il y a 2 ans. Et donc là, il vient d'être publié dans une revue suisse qui s'appelle Géoregard. C'est une revue de géographie francophone, donc l'article est en français. Alors ça s'appelle « Vivant dans la ville ». Les renards roux de la cité jardin voilà, si vous le trouvez sur internet, mais voilà. Et après là je suis en train d'écrire un 2e article qui est en train d'être sur l'histoire de Toby et de l'infanticide,
que j'ai soumis à une revue en anglais. Et donc là, elle n'est pas encore sortie, elle n'est pas encore disponible. On pourrait envoyer cette histoire à Fabrice Drouel pour un épisode d'Affaires sensibles, hein, parce que c'est quand même... Ouais, c'est vrai ça. Ouais, ça devrait Qu'il ne soit pas l'intéresser, anthropocentré. Ouais, Fabrice, c'est pas si anthropocentré que ça. Elias, tu as encore envie de dire quelque chose d'intéressant? La pression qu'il me met, c'est fou. Mais c'est toujours intéressant ce que tu dis. Non, mais écoutez, je voudrais remercier Lucia justement, qui était là, qui ne veut pas dire un mot, mais on a parlé de l'exposition et voilà, c'est l'occasion de remercier Imal aussi de nous accueillir ici et de nous permettre de faire ceci. Et de remercier tout le monde, de remercier toutes les personnes qui sont venues et qui ont participé aussi au fait que cet événement fonctionne bien, ait lieu et performe. Et donc cette radio pirate est ici au Centre d'art Imal. Elle émet réellement et elle émet aussi à plus larges ondes grâce à nos partenaires radio, Radio Campus notamment, Lille Radio qui nous ont ouvert leur antenne et peut-être d'autres radios. D'ailleurs, si vous avez des radios, n'hésitez pas, on peut vous envoyer le fichier de l'émission et vous pouvez diffuser cette émission qui est multidiffusée, qui n'est pas attachée à un média en particulier, si ce n'est notre imagination, le média que l'on peut s'imaginer en rêvant, parce que nous sommes aussi des rêveurs, et qu'au moins il nous reste ça, comme le chantait Pierre Rapsat, les rêves sont en nous. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci à l'équipe technique, au son, à l'image, à la lumière, merci évidemment à Imal, merci à Elias, merci à Félicien. Voilà, merci à Félicien, bien sûr.